Fabrice, bienvenue dans le podcast du Boudoir numérique sur les métiers animal friendly. Tu es enseignant en philosophie et citoyenneté dans le secondaire en Belgique et tu es le créateur du site internet Refuge et Tableau Noir. C'est quoi Refuge et Tableau Noir? Eh bien bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation, c'est un honneur. Alors Refuge et Tableau Noir, c'est quoi? Pour l'expliquer déjà à la base, c'est une association sans but lucratif, donc c'est une ASBL, hein, c'est l'équivalent d'une association loi 1901 en France. Hein. C'est donc il y a pas de but financier, je précise. Il y a un but pédagogique. Alors le but pédagogique, c'est quoi? C'est en fait de proposer principalement en tout cas, proposer des outils aux enseignants et aux enseignantes du maternel, du primaire et du secondaire pour travailler de manière très large sur le respect des animaux. Donc c'est pour aider les enseignants à faire des cours dans leur classe en quelque sorte. À faire des cours, des activités, des réflexions, qu'elles soient pédagogiques ou sur des thèmes plutôt comme l'éthologie, comme la biologie, etc. Oui, c'est ça. C'est vraiment le cœur de l'association, quoi. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le site en matière de ressources pédagogiques? Alors, disons que le site, c'est vraiment l'endroit où on va avoir une vue globale sur ce que propose l'association. C'est important, c'est un peu la vitrine. J'invite évidemment ceux qui veulent avoir plus, ceux ou celles qui veulent des informations, à aller voir le site. C'est là où c'est le plus complet. Enfin, en tout cas, j'ai essayé. Là, on va retrouver évidemment le plus important, c'est les ressources. Quel type de ressources on va retrouver. Une ressource qui pour moi est super importante, c'est une formation vidéo, donc sous forme de MOOC, dans laquelle les enseignants et les enseignantes vont retrouver des leçons toutes, donc des leçons clés en main, pour donner en classe, pour travailler sur le respect des animaux. Ces leçons, elles sont expliquées en vidéo. Donc on est là, on est plusieurs. J'expliquerai après. Hein, je suis pas tout seul à le faire. Donc il y a des vidéos qui expliquent aux enseignants et aux enseignantes comment donner le cours. Et aussi à côté de ces vidéos, il y a toute une série de petites capsules vidéo. Dans lesquelles on va retrouver les notions clés qui permettent de comprendre dans sa globalité, on va dire, le respect, qu'est-ce que le respect des animaux, quelles sont les choses à savoir. Donc c'est ce qui va permettre aux enseignants et aux enseignantes de se sentir à l'aise quand ils vont donner le cours, parce qu'évidemment, c'est pas le tout d'avoir une leçon clé en main, il faut quand même, on va dire, avoir quelques informations en plus des enfants qui posent toujours des questions, etc., et se sentir à l'aise avec la matière. C'est le métier d'enseignant, donc et d'enseignant, donc je veux dire c'est pas compliqué pour eux. Donc ça c'est la formation. Je précise qu'elle a été réalisée, donc c'est un gros travail, hein, qui a été réalisé avec une association française qui s'appelle Éducation éthique animale. Là, je fais le lien avec un autre podcast que tu avais fait, avec Anne-Laure Menkens, qui fait partie de cette association. Donc, il y a un dossier pédagogique qui reprend plein de sujets. Donc là, c'est sous forme. Alors, on peut le télécharger en PDF. Parfois, j'en imprime et je peux en donner quand c'est possible. Donc, c'est sous forme de livre, en fait, dans lequel on va retrouver toutes sortes de thèmes. Ça va de la philo à l'éthologie, à l'intelligence des animaux, à des définitions, au droit, par exemple, etc. On va retrouver vraiment plein de choses, plein d'informations qui vont permettre aussi aux enseignants et aux enseignantes de construire des cours. Alors parfois on peut prendre des parties toutes faites, parfois on s'en sert pour faire le cours à sa façon. C'est un autre outil vraiment utile. Il y a des affiches aussi. Là c'est plutôt les affiches, elles sont plutôt sous forme de synthèse, donc c'est ce qui permet à mettre, on peut les afficher dans la classe et elles font office de synthèse par rapport à des choses qu'on a pu voir par rapport aux animaux. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi sur le site? Alors j'aime bien, ça c'est important. J'ai expliqué pourquoi c'était important de travailler sur le respect des animaux en classe. Il y a quelques pistes qui montrent que voilà que ça amène beaucoup de choses, beaucoup de pas seulement au niveau des animaux, mais aussi à notre réflexion en tant qu'humain sur les raisons de travailler sur le respect des animaux.
Il y a aussi une page vers laquelle, sur laquelle on va trouver des animations. Alors ça, c'est pas le cœur du projet. C'est plutôt, on va dire, une forme de bonus, c'est-à-dire que je travaille avec des comportementalistes. Là, c'est plutôt canins. Euh, qui vont faire des animations bénévolement d'ailleurs dans les classes pour travailler là plutôt sur les besoins du chien, par exemple, ou bien ça peut être la prévention aux morsures, etc. En sachant que quand on travaille sur les besoins du chien, bah, ça nous permet aussi de savoir, de comprendre que tous les animaux ont des besoins. Donc le chien peut être une bonne porte d'entrée pour réfléchir sur les animaux globalement. Il y a différentes animations. Il y en a aussi sur le lapin, sur les cochons d'Inde, sur les pigeons, etc. Mais là, c'est un bonus parce que pour moi, je pense que c'est vraiment super important. J'en profite pour le dire là. C'est super important que les enseignants et les enseignantes s'approprient la matière et finalement jouent leur rôle d'exemple par rapport à leurs élèves. Moi, les animations, c'est super intéressant. Mais je trouve que ça doit être complémentaire à un travail qui est fait par les enseignants et les enseignantes. Sinon, l'enseignant et l'enseignante restent dans le fond de la classe et finalement n'est pas intégré à cette démarche. Et on sait que bah, dans l'enseignement, les enseignants et les enseignantes sont des exemples pour leurs élèves, c'est-à-dire que quand ils s'engagent dans cette démarche, ça a beaucoup d'impact sur les jeunes, sur les enfants quand ils voient, c'est comme les parents, hein, c'est un peu le même principe, ils vont vraiment faire attention à ce que leur enseignant et leur enseignante leur explique dans quoi ils s'engagent, etc. Donc pour moi, c'est vraiment important que les animations soient des compléments et pas une fin en soi, quoi. Il y a aussi toute une page qui reprend les adresses et les informations relatives au refuge en Belgique, parce que moi j'essaye aussi de faire des liens entre les écoles et les refuges. J'essaye qu'ils aient visité des refuges, qu'ils fassent des activités ensemble, parce que la pratique c'est important. J'essaye aussi au travers du projet de faire des liens entre le terrain et l'école. Alors là, je suis aussi sur le site en train d'alimenter un moteur de recherche de documents. Alors ça, c'est un travail de dingue. Je n'en suis qu'au début. Donc en fait, il y a un moteur de recherche sur le site dans lequel on va pouvoir rechercher toutes sortes de documents relatifs aux animaux, aux relations humains et animaux autres qu'humains. Et ça, je l'alimente au fur et à mesure quand j'ai le temps, avec comme but final d'avoir un moteur de recherche pour tout le monde. Là, c'est pas que les écoles, où dès que vous cherchez quelque chose sur les qui touche aux animaux et au respect des animaux plus spécifiquement, on puisse aller sur ce moteur de recherche et on va pouvoir trouver vraiment plein de choses sélectionner. Donc c'est toujours l'idée aussi, c'est de sélectionner les bons outils parce que voilà, si vous allez sur Internet et vous cherchez des choses, des informations relatives aux animaux, tout n'est pas correct. C'est comme dans toutes les matières d'ailleurs, tout n'est pas correct, tout n'est pas respectueux, etc. Donc moi je fais vraiment un tri et ça c'est important par rapport aux ressources que je propose. Tu as commencé à en parler. Pourquoi c'est important d'inculquer le respect des animaux à l'école? Alors, bah, en fait, il y a plein de raisons. Alors, moi, je dirais, la première raison, c'est vraiment, comment dire, d'essayer de mettre en adéquation, euh, comment dire, l'amour ou le respect que voudrait, comment dire, que voudrait exprimer les jeunes. Moi, évidemment, ici, je parle des jeunes parce que c'est ma démarche est destinée principalement aux jeunes. Euh, Quand on questionne des jeunes et même des adultes, hein, mais bon, c'est pas le sujet ici, mais on leur demande, tiens, est-ce que tu aimes les animaux? Ils vont tous vous dire, bah oui, j'adore les animaux, je les aime, etc. Et en fait, on creuse un petit peu, on se rend compte que il y a vraiment un gap entre le fait de dire j'aime les animaux et puis voir aussi dans la pratique ce que l'on fait et ce qu'on connaît à leur propos. Et donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer d'apporter
de la matière, des connaissances qui vont permettre de combler ce manque entre ce que je voudrais, comment je voudrais me comporter par rapport aux animaux et en fait de quoi j'ai besoin pour le faire, pour le mettre en pratique. Donc ça c'est vraiment super important. Donc l'idée aussi de travailler sur le respect des animaux, bah, c'est de se questionner sur nos relations avec eux, ce qu'on va appeler les relations anthropozoologiques. Ça peut, et là, ça passe souvent bah, par la philosophie, notamment hein, la philosophie morale, l'éthique animale, etc. Et ça, on peut commencer très jeune hein, à réfléchir sur des situations, etc. Aiguiser la réflexion par rapport à nos relations avec les animaux. On peut le faire très jeune à partir du moment où on a bien choisi les sources ou les textes qui vont permettre voilà, de réfléchir. Euh, alors, ce qu'il y a aussi d'important, bah, ça, il suffit de voir un petit peu euh, tous les sondages sur le sondage d'opinion, etc., sur le sujet. On est dans une société qui demande de plus en plus à ce qu'il y ait un respect du bien-être animal, hein, que je mets entre guillemets, mais en tout cas, c'est le mot qui revient souvent. Nous, les citoyens, on aimerait bien qu'on respecte mieux les animaux. Alors ça, c'est une demande, mais derrière, là, de nouveau, il faut la nourrir. Et donc ça, c'est vraiment je pense que l'enseignement, il est là aussi pour, comment dire, il doit être synchrone par rapport aux demandes de la société. On dit toujours que l'enseignement est en retard par rapport à la société. Ben justement, je pense que là, on est à un moment où il faut se resynchroniser avec la demande de la société. Ça fait partie des éléments à développer. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Bah, en fait, on peut aussi parler, par exemple, du lien entre la violence sur les animaux et la violence sur les humains. Il faut savoir qu'il y a des liens, il y a des corrélations entre les deux. Donc, quand on travaille sur le respect des animaux, euh, ça peut être l'empathie, par exemple, on va travailler aussi sur le respect des autres animaux, des animaux humains. Donc, ça, c'est très important aussi. Et là, j'ai envie de dire on est à un stade où il faudrait former aussi les enseignants par rapport à ça. Alors, je fais une petite parenthèse. Par exemple, vous avez un élève qui revient en classe et qui vous dit bah, mon papa a frappé le chien. Eh bien, dans une grande partie des cas, déjà il faut alerter, je pense, et dans une grande partie des cas, il se peut très bien qu'il y ait de la violence à la maison aussi sur les enfants, et inversement. Si un enfant s'est fait battre à la maison, on peut être pratiquement sûr que s'il y a des animaux, ça a été le cas aussi. Donc voilà, ça c'est une autre raison. Une des raisons aussi, ça c'est une des raisons qui m'ont amené à travailler sur le respect des animaux au départ, qui s'est élargi bien plus par la suite, mais c'est aussi toute la thématique des abandons. On sait qu'il y a une grande partie des abandons, environ 30% des abandons, qui sont dus. Je parle des abandons. Alors là, c'est surtout les chiens, les chats, les lapins, les animaux évidemment, mais les animaux domestiques, les animaux de compagnie les plus répandus. Il y a 30% des abandons qui sont dus à des problèmes de comportement des animaux. Or, on sait que les problèmes de comportement, ils surviennent quand les besoins des animaux ne sont pas remplis. Donc, en fait, en travaillant sur le besoin des animaux, informer sur le besoin des animaux, on va diminuer euh, les problèmes de comportement et par levier diminuer aussi les abandons. Donc ça, c'est important aussi pour moi. Je trouve que c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Là, on n'est que sur les animaux de compagnie, mais n'empêche, il y en a beaucoup et c'est bien aussi d'y travailler. Et puis, ça ouvre des portes vers la réflexion sur d'autres animaux. Donc, je l'ai dit aussi tout à l'heure, moi, je pense que c'est important de remettre l'idée d'empathie au centre de l'enseignement. Et je pense que les animaux ont un rôle à jouer dans l'empathie, l'altruisme au sein de l'éducation. Pas que les animaux, bien sûr, en tout cas pas que les animaux autres qu'humains, mais en général. Alors, je le dis comme ça, je vais pas faire, je vais pas tout expliquer. C'est pas si simple parce que l'empathie, c'est quelque chose qui est plus complexe qu'on ne voudrait le croire. Donc l'empathie, elle va se développer selon certains critères et en gros, plus ce sont des personnes
donc ou des individus animaux qui sont proches de nous, plus on va développer de l'empathie. La question, c'est comment on fait pour développer l'empathie envers des personnes ou des animaux autres qu'humains qui sont peut-être plus lointains, avec lesquels on n'a peut-être pas de contact direct. Eh bien, là, c'est un peu plus difficile et là, il faut mettre en place des stratégies un peu différentes. En Belgique, est-ce qu'il y a des cours sur le respect des animaux qui sont prévus dans les programmes éducatifs? Est-ce qu'il y a des cours où on parle des animaux? Alors malheureusement, non. La seule approche qui existe en Belgique par rapport aux animaux, c'est une approche plutôt écosystémique, c'est-à-dire environnementale. C'est de voir les animaux comme faisant partie d'un tout. Voilà, il y a effectivement quelques notions en biologie qui amènent à réfléchir sur le respect de la biodiversité. Mais c'est pas suffisant parce que la biodiversité, c'est une masse, on va dire, qui ne tient pas compte des individus. Or, moi en tout cas dans le projet, c'est l'individu animal qui est au centre. Donc, c'est-à-dire que individu qui lui aussi peut souffrir dans le cadre soit dans un cadre, je vais dire purement individuel, mais aussi dans le cadre d'un écosystème. Je veux dire, quand un écosystème s'écroule, c'est de la souffrance individuelle aussi qui existe. Mais ça, par exemple, on le dit pas dans les cours. On va vous dire, voilà, oh, ça, là, les écosystèmes qui disparaissent, c'est triste, voilà, mais on va pas dire c'est triste parce que dans cet écosystème, il y a des individus qui vont souffrir de ça. Et ça, c'est vraiment un manque. Euh, et ça n'existe pas. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille, c'est d'essayer de faire en sorte que ce genre d'apprentissage rentre dans les programmes, dans les référentiels scolaires à l'avenir. Donc c'est laissé à la discrétion du professeur, en fait. Oui, tout à fait. Alors évidemment, moi j'ai déjà interpellé les ministres, le ministre de l'enseignement, etc. par rapport à ça, qui en fait, oui, ont déjà. Donc ça, c'est des questions parlementaires. Hein, donc par le biais de différentes parties, de personnes qui font partie du Parlement, on peut poser des questions au ministre. Et la question c'était, est-ce qu'on peut travailler sur le respect des animaux, étant donné, enfin en tout cas au niveau individuel, au niveau des individus, étant donné les manques qui apparaissent dans les référentiels. La réponse passe de la ministre présente, mais précédente, c'était mais oui, évidemment, vous pouvez, bien sûr, c'est super, ne vous inquiétez pas, etc. Mais on sait très bien que dans la pratique, voilà, il y a des enseignants et des enseignantes qui vont le faire, on va dire, de manière spontanée, pour différentes raisons qui sont souvent personnelles, des valeurs, etc. Puis il y a des enseignants et enseignantes qui le feront pas parce qu'il faut être honnête, le programme est là, les programmes sont parfois assez lourds, il faut les terminer. Il y a cette peur, cette frustration de ne pas terminer son programme, et donc si c'est pas inscrit texto dans le programme que l'enseignant ou l'enseignante doit suivre, on le fait pas. Voilà, c'est pas un reproche, hein, voilà, c'est assez logique finalement. Et puis bon, voilà, ça va dépendre un petit peu de la personnalité des enseignants et des enseignantes. Certains vont se dire, bah ça vaut la peine, je le fais. Tant pis si je vois pas autre chose ou etc. Ou je me débrouille dans mon organisation personnelle pour inclure cela. Mais ça suffit pas parce que pour moi, alors il y a des disparités entre élèves, entre écoles, etc. Donc ça veut dire que chez Madame X, vous allez travailler sur les animaux et apprendre plein de choses qui vont être très utiles. Et puis chez Monsieur Y, dans la même école ou à l'école d'à côté, ben on n'en parlera jamais. Donc il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et pour ça, c'est le rôle, enfin ça c'est le rôle des référentiels. Et donc voilà pourquoi il faut absolument que certaines notions rentrent dans les référentiels. Est-ce que tu penses que c'est compliqué pour un professeur qui aurait envie d'enseigner le respect des animaux à leurs élèves? Disons que voilà, c'est pas compliqué. Je pense que voilà, au niveau horaire, au niveau organisation, c'est pas très compliqué.
euh, si on arrive à se détacher un petit peu de sa peur du, du respect des programmes, etc. Puisque de toute façon, comme la précédente ministre l'avait dit, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, je pense que c'est compliqué si on veut le faire correctement. C'est-à-dire que je peux travailler de mille façons différentes sur les animaux. Je dis exprès, je ne donne pas de précision, les animaux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Sur base de quoi? De quelles ressources, etc. Donc je dirais que comme ça, à la base, c'est pas si facile. Mais justement, c'est le but des associations comme la mienne, c'est de faciliter les choses aux enseignants et aux enseignantes en se disant voilà, toute la démarche de sélection, la démarche comment dire de rédaction, euh, elle a été faite au préalable avec toute une réflexion, avec un background aussi, avec des apprentissages et une expérience que nous on a par rapport au sujet et de leur donner de leur proposer des outils qui sont de qualité. Voilà, je dis ça humblement, mais c'est aussi nécessaire, je pense que quand on se lance dans ce genre de projet, de proposer des outils qui sont irréprochables et qui sont d'une grande qualité. Voilà. Après, on est tous formés, je veux dire, aussi bien mes collègues de l'éducation éthique animale en France comme moi-même, on s'est formés aussi euh, pour y arriver. Il y a voilà, euh, toute une démarche, un autour de formation, de lecture, différentes lectures qui permettent aussi de proposer des choses qui sont correctes. Et à partir de là, à partir des outils qui existent, ben, on peut alors, sans trop de difficultés, aborder le sujet. Toi-même, tu donnes des cours de respect des animaux alors dans ta classe. Évidemment. Oui. Alors, oui, 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 bah, je suis un peu le référent respect des animaux dans l'école et auprès des élèves. Ils savent très bien que voilà que c'est vraiment ma passion et au niveau pédagogique. Donc je travaille quand même pas mal là-dessus. Et là, moi, je me suis bien détaché du stress et du stress par rapport au programme parce qu'en fait, euh, c'est assez facile de faire des corrélations entre des situations qui sont liées aux humains et l'animal n'est jamais très loin. Les animaux font partie des relations humains-animaux, font partie de notre planète, etc. Et j'ai envie de dire que je suis arrivé à un stade où pratiquement tous les sujets que je vais aborder, donc moi je donne philo et citoyenneté, tous les sujets que je vais aborder, je vais toujours voir des liens avec les animaux en fait. Donc même si la base de ma leçon n'est pas sur les animaux, il y aura toujours une petite anecdote ou une petite chose qui va être liée aux animaux. Et ça, c'est vrai que plus plus on apprend à ce sujet-là, et puis on se rend compte que les animaux sont partout, dans tous les sujets, dans tous les domaines, et qu'on peut faire des liens tout le temps, sans évidemment axer toujours sur les animaux, hein, mais il y a des liens vraiment qui deviennent évidents avec l'expérience. Donc, ou alors, moi, à l'école, j'ai plein, évidemment, je suis devenu la personne à qui on pose toutes les questions par rapport aux animaux, etc. Mes élèves, dès qu'ils ont un animal, ils viennent me voir, etc. Là, j'avais un élève qui venait, ses parents venaient de prendre des oiseaux, donc il est venu me voir, poser des questions, etc. Voilà, ça me permet, voilà, aussi parfois d'engager des conversations et des réflexions sur, sur les animaux, bien sûr. C'est une préoccupation pour les élèves, le respect animal? Oui, bah en fait, comme je disais tout à l'heure, il faut transformer le j'aime les animaux en je réfléchis sur les animaux, je me pose des questions sur les animaux. À partir du moment où on leur fait comprendre que les aimer, c'est pas suffisant, que aimer quelqu'un, aimer que ce soit un humain ou un animal ou truc humain, euh, aimer, ça veut rien dire en quelque sorte, parce que là-dedans, il faut mettre du contenu. Comment je vais l'aimer? Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que moi, là, c'est un peu le problème de la bientraitance et du bien-être, c'est euh, mon point de vue sur le respect ou l'amour que j'ai pour quelqu'un.
c'est une chose, mais qu'est-ce que j'y mets et comment la personne ou l'animal en face le voit, le ressent, de quoi il a besoin, etc. Donc moi mon rôle et c'est le rôle aussi je pense enfin, de l'association en général et des associations qui travaillent là-dessus, c'est vraiment de transformer l'amour donc qui est un peu le fourre-tout comme ça qu'on peut avoir envers les animaux en une vraie réflexion. Si je les aime, euh, les aimer, c'est aussi réfléchir par rapport à ma relation avec eux. Et sur quelle base je réfléchis? Qu'est-ce qui est important? Par exemple, un truc tout bête, mais les besoins. Ça paraît évident comme ça. Mon animal, il a besoin de certaines choses pour être bien. Rien que de se dire ça, se poser cette question-là, ça ouvre plein de perspectives. C'est quoi ses besoins? Pour connaître ses besoins, je dois connaître un peu l'éthologie de l'animal. Je dois connaître ses, sa perception du monde. Je dois connaître son niveau de cognition, etc. Donc, pour moi, le terme de besoin, c'est vraiment la base en se disant, voilà, je dois être conscient qu'un animal a des besoins et à partir de là, on part vers des apprentissages qui sont plus solides et plus concrets, en fait. À la base, donc, tu es enseignant. D'où te vient cette volonté d'agir pour les animaux? C'est très, très ancien. Alors, c'est marrant parce que euh, je me souviens étant tout petit, je sais pas, j'avais 3 4 5 ou 5 ans, euh, je disais déjà à mes parents que plus tard, j'aurais un refuge pour chiens. Ça, c'était vraiment le truc quand j'étais tout petit, parce que quand j'étais petit, j'avais un chien. Ça a été, on va dire, mes premiers contacts avec les animaux. C'est le chien, évidemment, comme plein de gens. Euh, et puis, bon, voilà, j'ai toujours été sensible au respect des animaux, mais quand on grandit, on va à l'école, on fait des études, on commence à travailler, etc. Et bah parfois, alors moi j'ai beaucoup d'activités dans ma vie, notamment musicale, etc. Et j'ai eu tendance un petit peu à m'écarter de ça. Toujours, personnellement, j'ai toujours été respectueux des animaux, mais la cause en elle-même, voilà, je m'en suis un peu écarté finalement. Et puis, bah, c'est grâce à une de mes filles qui avait eu euh, une animation Gaïa dans son école. Ah, donc Gaïa, c'est une association, une grande association de défense des animaux ici en Belgique, hein, et qui est rentrée à la maison et qui m'a dit voilà, moi je veux respecter les animaux, moi je veux plus manger de viande, moi je veux plus faire ceci, moi je veux plus faire cela. Et finalement, c'est assez bien tombé. C'était juste avant le Covid. Et ben, on a réfléchi un peu à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et ça a vraiment été le point de départ de quelque chose, puisqu'on est allé faire du bénévolat dans une SPA. Là, de nouveau, bah, je m'occupais principalement des chiens, etc. Et c'est là, en promenant un chien un jour, que je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. Donc, je sais pas, je devais avoir 45 ans, donc ça faisait 40 ans que j'avais plus pensé à cette histoire de refuge que je voulais ouvrir en étant tout petit. Et je me suis dit, et comme ça, en me promenant avec un chien, j'ai eu une sorte d'épiphanie comme ça, en me disant, mais tiens, c'est marrant parce qu'il y a 40 ans, je voulais ouvrir un refuge et aujourd'hui, je suis en train de promener un chien ici dans un refuge. Il y avait une sorte de boucle qui était bouclée. Et le Covid est arrivé juste après. Et ça m'a permis de me poser, en fait, de me dire, voilà, alors là, je me suis dit, tiens, c'est très bien, je vais promener quelques chiens, ça flatte mon ego parce que je fais du bien à des chiens, mais est-ce que c'est la manière la plus efficace pour apporter du bien et du respect des animaux? Et là, j'ai réfléchi vraiment au levier que je pouvais avoir par rapport à mon parcours. Et je me suis rendu compte que, en fait, ce qui était le plus efficace, c'était d'utiliser mes connaissances et mes liens, mon réseau par rapport aux enseignants et aux enseignantes, et de me lancer vraiment dans un aspect plus pédagogique qui serait démultiplicateur par rapport au nombre de gens que je toucherais.
Donc, je me suis dit, ok, ça me fait super plaisir et je m'endors bien le soir quand je vais promener des chiens. J'ai l'impression d'avoir fait du bien à des animaux, c'est super, mais je pense que je peux faire d'autres choses qui vont être beaucoup plus efficaces, comme ce que je fais maintenant, proposer aux enseignants des apprentissages par rapport aux animaux. Du coup, j'avais plus de contact direct avec les animaux parce que j'ai dû arrêter parce que ça me prend trop de temps. Là, je suis plus bénévole dans une SPA actuellement. Mais par contre, j'ai démultiplié finalement les gens que je touche et finalement les animaux aussi, puisque en apprenant toutes ces choses aux gens, j'espère en tout cas que ça a un effet sur le respect des animaux. Voilà, ça c'est vraiment la démarche. J'ai toujours eu cette démarche-là dans tout ce que je faisais, de me dire, bah, tiens, comment je peux être, surtout quand c'est pour faire le bien, on va dire, comment je peux être le plus efficace possible, quoi. Euh, et c'était pour moi ce biais-là qui était le plus prometteur et le plus efficace pour changer les choses. Concrètement, comment ça s'est passé en fait? Tu as pris des contacts avec des organismes, avec des associations de respect des animaux, tu t'as investi les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as fait? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai utilisé un peu mon réseau. Donc, en fait, j'avais créé aussi une sorte de collectif de profs de philo ici en Belgique et de philo, mais aussi des cours, parce que chez nous, on a des cours de religion, donc de morale aussi, morale laïque. J'avais créé un collectif comme ça, et je me suis dit, tiens, c'est bien, j'ai déjà, je sais plus, on est près de 2000 dans le collectif, je m'étais dit, tiens, je peux déjà m'appuyer sur le collectif pour leur proposer de travailler là-dessus. Donc, je partais pas de zéro dans mes contacts. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Après, je me suis dit, bah oui, je vais utiliser les réseaux. Donc, j'ai créé réseau. Je me suis dit, mais pour faire connaître l'association sur les réseaux comme ça, en partant de rien, c'est pas évident. Donc en fait, j'ai été trouver une animatrice télévision ici en Belgique qui s'appelle Maureen Louis. En gros, c'est l'animatrice qui présente The Voice ici en Belgique, avec qui j'avais des contacts indirects et je savais qu'elle aimait les animaux, donc je suis allé la trouver. Je dis tiens, est-ce que tu veux pas être la marraine de l'association et donner un peu de ton temps pour faire la promotion au départ. Donc ça m'a bien aidé aussi puisque on a fait des vidéos avec elle et bon elle est connue évidemment grâce aux médias. Donc ça a permis aussi de susciter des partages etc. Sur Internet. Une autre chose sur laquelle je me suis appuyé c'est les refuges. Donc je suis allé trouver les refuges en leur disant voilà ce que je vais faire en fin d'année scolaire c'est demander aux enseignants et aux enseignantes de faire des collectes voilà de vivres, d'objets, etc. Pour les animaux, pour les refuges, hein, pour vos refuges. Donc, est-ce que vous pouvez aussi relayer le message, etc. Donc, les refuges ont relayé aussi mon message, puis il y a eu des collectes en fin d'année, donc ça c'était sympa aussi. On était aussi comment dire, dans l'action. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est vraiment au départ, c'est comme ça que ça s'est construit. Surtout les réseaux sociaux, hein, pour être clair, c'est vrai que au départ, c'était vraiment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de contacts avec les bourgmestres des communes, des villes et des communes. Donc bourgmestres pour la France, donc sont les maires. Parce que chez nous, donc au niveau des villes et des communes, ils ont la responsabilité d'une partie des écoles. Donc en allant les trouver, je leur dis voilà, moi je vous propose plein de choses, tout est gratuit. Hein, donc dans l'association tout est gratuit. Je voulais pas qu'il y ait de barrières financières pour commencer à travailler sur le sujet. Et je leur dis voilà, moi j'ai plein de choses pour vous, pour vos écoles, etc. Est-ce que vous pouvez relayer aussi au sein de vos écoles? Donc il y a des partenariats aussi avec des villes et des communes. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Le, le- le net, les refuges, les communes, pour l'instant. Euh, je dois dire, ça va, ça marche. Encore une fois, on n'est pas. Moi, je dormirai plus tranquille quand ce sera étendu au référentiel scolaire, mais on fait déjà, je pense, du bon travail grâce à ces leviers-là. Mais tu fais énormément de choses, donc comment est-ce que tu fais pour tenir ces journées en fait? Bah, écoute.
j'ai assez peu de loisirs finalement, même si mes loisirs, c'est ça en fait. Donc c'est du travail, mais en même temps c'est un plaisir. Donc moi, plutôt que d'aller à la salle faire de la muscu, ce qui est très bien aussi pour la santé d'ailleurs, je préfère lire, je préfère faire des recherches, je préfère travailler sur voilà sur des leçons. C'est une passion, donc c'est vrai que j'y consacre beaucoup de temps. Mais je le vois pas comme un travail, quoi, même si ça l'est, parce que en tout cas j'essaie d'avoir la rigueur nécessaire pour que ce soit un vrai travail dans le résultat, mais en même temps je le ressens pas comme ça quand je le fais, quoi. Mais bon, mes journées, mes semaines, ouais, sont longues. Évidemment j'enseigne, donc ça me prend beaucoup de temps. J'ai pas mal d'activités musicales aussi, mais que j'ai diminué. Ben aussi, je pense que c'est important de passer du temps en famille aussi, hein, même si parfois je crois que je les saoule un peu avec ça. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la déformation professionnelle, elle est là tout le temps. J'essaie de pas le faire. Enfin, j'essaie de me contrôler pour que ce soit pas trop saoulant, parce que c'est vrai que je vois des rapports aux animaux dans tout. Donc ça c'est un peu le souci, mais voilà, je pense qu'ils me le disent quand j'exagère. Et donc à ce moment-là, je fais attention. Beaucoup de temps à consacrer, mais ça apporte beaucoup de aussi de satisfaction, ne fût-ce qu'apprendre, parce que en fait, ça me donne beaucoup de satisfaction au niveau évidemment d'avoir l'impression de faire quelque chose de bien finalement. Et en même temps, moi j'adore apprendre, donc lire, apprendre au sujet des animaux, ça donne un plaisir aussi qui est important, même si ça prend beaucoup de temps. Mais bon, voilà, celui qui veut celui qui veut, je sais pas, faire de la course à pied et être bon dans sa course à pied, bah, il s'entraîne aussi. Il passe beaucoup de temps aussi à s'entraîner. Donc voilà, je pense que c'est assez logique de donner beaucoup de temps à ses passions en sachant que l'important c'est ça, c'est je pense d'avoir, quand c'est possible, d'avoir une passion et ça donne de l'énergie pour faire plein de choses, peu importe le domaine dans lequel on s'investit, quoi. Comment tu fais pour te tenir au courant de toute l'actualité liée au respect des animaux? C'est vrai qu'on a comme la chance aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de choses qui se développent, hein, beaucoup de médias, on en parle beaucoup. Donc comment je fais? Bah, en fait, je suis inscrit à un maximum de newsletters, d'associations, dans tous les domaines qui touchent aux animaux. J'essaie de suivre un maximum bah, des sites internet. Donc il y a les réseaux aussi je suis inscrit. Si on prend LinkedIn par exemple, on a un réseau. Je suis plein de personnalités qui m'intéressent dans le domaine, qui vont poster des trucs intéressants, etc. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui émanent des réseaux. Comme je le disais tout à l'heure, l'important c'est d'avoir les bonnes infos. Donc là, c'est la question de bien construire son réseau et de suivre les bonnes personnes, etc. Je lis beaucoup aussi, beaucoup de lectures. J'écoute beaucoup de podcasts. Il y a plein de podcasts intéressants aussi maintenant. Euh, je regarde des conférences aussi online quand j'ai le temps. Mais il y en a plein aussi. En fait, je pourrais passer mes jours et mes nuits à emmagasiner des informations tellement il y en a sur Internet. Donc aujourd'hui, en tout cas, on peut plus dire on n'a pas d'informations à disposition. C'est énorme. Tout est là, quoi. Mais après, il faut aller aussi chercher les bonnes informations. C'est pour ça que s'informer et éduquer au respect des animaux, ça permet aussi comment dire, d'aller chercher de bonnes informations sur Internet aussi. Plus on en connaît, plus on en apprend à l'école sur les animaux, plus on va savoir, plus on va avoir d'informations pour aller rechercher des connaissances sur Internet. Mais oui, ça, il y a plein de réseaux maintenant. C'est partout, quoi. Il y a un terme dont on entend parler pour le moment, c'est l'idée de la fatigue compassionnelle et peut-être de la difficulté de voir la souffrance animale quand justement on travaille sur ce sujet-là et que justement on est très sensible à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens parfois ou pas du tout? Euh, Disons que
j'ai la chance de la ressentir très vite, dans le sens où je la sens venir, quoi, de loin. Donc ça veut dire que ça me permet de me protéger un petit peu aussi. Donc dès que je sens que ça va, voilà, je me dis ouf, là c'est compliqué, là ça va être compliqué, et bah j'essaie ouais, de relativiser. J'avais plus ça quand j'étais quand je travaillais comme bénévole à la SPA, parce que là c'est plus compliqué. Là on est vraiment on est dans le bain, quoi. On est vraiment en direct, en contact direct avec les animaux. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie et de respect pour les gens qui travaillent en contact direct avec les animaux, parce que euh, c'est là où vraiment je pense qu'on ressent, et on n'a pas facile à se prémunir de ce phénomène-là, en fait. Donc, finalement, le fait de travailler de manière plus théorique, même si j'ai des contacts quand même avec le terrain, mais de travailler de manière plus théorique, c'est vrai que je suis peut-être moins sujet à la fatigue compassionnelle. Euh, Ça peut l'être quand on voit, par exemple, on regarde les actualités, qu'on voit les pas en avant et puis les pas en arrière, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire zut, qu'est-ce qui se passe là? Je pensais là on était sur le bon chemin et puis on se rend compte qu'on recule, etc. Ça, je pense que toutes les associations connaissent ce phénomène-là, je l'ai aussi. Euh, mais alors j'essaie toujours de me raccrocher à des choses positives, quoi. Je suis pas quelqu'un de nature, on va dire, euh, plutôt, je suis plutôt de nature optimiste à la base, donc j'essaie toujours de me raccrocher à mon optimisme pour essayer d'éviter ça. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est vraiment problématique. Pour tous les gens qui touchent, ben on va dire, c'est pas qu'au niveau des animaux, c'est tous les gens qui ont envie de défendre des valeurs. Je pense que c'est compliqué pour ces gens-là, hein, tous ces gens-là, quoi. Est-ce que tu sens des freins ou est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ta démarche, dans l'élaboration de ton projet? Je pense que dans tout projet, il y a toujours des freins, hein, qu'on soit sur des projets défendant des valeurs ou même des projets qui sont plus basés sur un métier, on va dire, ou peu importe, dans un commerce, dans un business, etc. Je pense qu'il y a toujours des freins. Euh, je, je pense que, enfin, là, jusque-là, je trouve que j'ai pas eu trop de freins, mais des freins classiques, quoi. Comme je disais tout à l'heure, les freins par rapport au temps des enseignants et des enseignantes dans leur classe, essayer de leur expliquer que c'était pas un problème, des choses comme ça, des freins par rapport au contact que je parlais tout à l'heure, des contacts avec les bourgmestres, hein, donc les maires des villes, etc. Ben, il y en a qui vont répondre plus facilement, il y en a d'autres qu'il va falloir aller chercher, etc. Donc il y a tous ces freins qui sont finalement assez logiques, qui apparaissent dans toutes les démarches. Voilà. Alors, ouais, quelques petites, quelques petits accros parfois avec des lobbies qui, qui ont peur parfois de voir jusqu'où on va par rapport à la défense des animaux. Mais rien de, rien de vraiment problématique. Euh, je dois dire qu'en général, quand on a une bonne démarche, quand on pense au préalable, à des stratégies, etc., qu'on réfléchit bien à ce qu'on veut amener, comment on veut l'amener, en général, ça se passe plutôt bien. Je donne l'exemple, parce qu'on faisait un bilan là il y a pas longtemps, bah, la formation pour les enseignants et enseignantes, donc le MOOC, on est maintenant à près de 3000 personnes qui ont suivi la formation. Donc voilà, c'est bien. Nous, on est content. On va continuer à la promouvoir, mais ça montre euh, que oui, il y a des freins, mais on peut passer au travers, hein. C'est un peu le but, mais il y a des freins, mais il y a aussi des aides, hein, extérieures, hein. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que des freins. Je pense qu'il y a il y a plus de bonne volonté extérieure des ressources extérieures, des gens extérieurs sur qui on peut s'appuyer, sur l'aide d'autres personnes, que de freins finalement. Parce que c'est comme ça qu'on avance, hein. C'est toujours la relation, les freins et les aides. Bah, pour l'instant, je pense
on est plus dans le positif, donc ça avance, quoi. Tu sais que sur le boudoir, moi, je m'intéresse de près donc à l'influence de la technologie et de l'innovation sur la mode. Notamment, je m'intéresse beaucoup à la mode innovante avec les matières véganes et plus durables en alternative aux matières d'origine animale. Alors, je voulais échanger un petit peu avec toi sur un sujet d'actualité parce que les Fashion Week automne-hiver 2025-2026 battent leur plein. Donc, à Paris, Stella McCartney vient de défiler avec un altercure en mycélium, donc les racines de champignons de l'entreprise Coronet. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces nouvelles matières innovantes véganes en alternative aux matières d'origine animale? Est-ce que les utiliser te semble porteur d'espoir pour la cause animale? Et est-ce que c'est aussi important, d'après toi, de voir aussi ce qui se passe dans les autres domaines comme la mode, la beauté. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. La souffrance animale est partout, les relations aux animaux sont partout, y compris dans la mode, évidemment, et depuis très longtemps, hein. L'usage du cuir, c'est pas, ça date pas d'hier. Euh, Évidemment, c'est super important. À partir du moment où on arrive à diminuer la souffrance des animaux, moi je dis oui, à une condition quand même. C'est ça que je disais tout à l'heure. Voir la défense des animaux, c'est quelque chose de très très large. Moi, je fais attention quand je parle des animaux, je parle aussi bien des animaux humains qu'autres qu'humains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, tant que on est sur des produits innovants, j'allais dire de substitution, mais j'aime pas trop ce terme-là parce que substituer, euh, je trouve que c'est encore trop s'accrocher à ce qui était fait, etc. Je pense que dans le cas de tous les produits qui vont en effet, hein, sur l'effet se substituer au cuir, on doit plus parler d'innovation et oublier un petit peu ce que ça substitue finalement. Donc bon, prenons les alternatives. Moi, je préfère aussi ça, alternative au cuir. C'est super. À partir du moment où on n'est pas dans un cadre où on va faire souffrir aussi des humains, par exemple. Donc c'est bien, mais il faut dans les systèmes de production, que ce soit le cuir ou toute autre chose, que qu'on respecte les animaux, tous les animaux. Donc c'est là je viens avec évidemment tous les méfaits, soit du capitalisme, des choses comme ça, où on sait que hein, si demain par exemple Adidas fait des chaussures véganes et qu'elles sont fabriquées par des enfants en Chine, là on peut se poser des questions, se dire tiens, ok c'est très bien, on fait pas souffrir d'animaux, mais en même temps, est-ce que la démarche est aboutie? Donc moi, je pense que ce sont toutes des démarches qui sont géniales, mais il faut vraiment les voir dans une optique globale, en respectant les animaux, parce que c'est le but en premier, évidemment, hein, dans ce cas-ci, et voir aussi aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire euh, respecter tout le monde, respecter les animaux, qu'ils soient humains ou autres qu'humains. Voilà. Et ça, parfois, on l'oublie. Parfois, moi, je vois, c'est là où parfois ça me fait tiquer, voilà, dans des discussions que je peux avoir à ce sujet-là, parfois on pourrait se dire, en fait, tant que on sauve les animaux, tout le reste, on s'en fout, en fait. Mais non. Pour moi, c'est pas comme ça. Je pense que quand on développe une éthique, faut que l'éthique, elle soit cohérente. Il faut aller jusqu'au bout de la cohérence. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est aussi une question, des questions importantes sur lesquelles on peut s'arrêter en se disant, mais tiens, est-ce que, est-ce que finalement, moi, mon but, c'est de sauver les animaux autres qu'humains. Je sauve les animaux autres qu'humains, mais dans cette démarche-là, je fais souffrir des humains. Est-ce que finalement, je suis pas en contradiction là, si je suis dans cette optique-là, si je suis sur ce constat-là, est-ce que je suis pas en contradiction avec finalement mes propres valeurs, parce que mes valeurs, c'est d'arrêter de faire souffrir des animaux. Donc voilà, il faut aller jusqu'au bout, je pense. Et c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il faut être honnête avec soi-même aussi, il faut être cohérent. Et donc moi, je dis oui. Euh, si on voit ces avancées, ces alternatives de manière globale et dans une vraie éthique poussée jusqu'à ses extrêmes, quoi.
Cette approche globale, c'est quelque chose, je pense, qui t'est très cher, puisque tu travailles aussi, tu as parlé du capitalisme, et tu travailles aussi avec les liens vis-à-vis du Oui, féminisme, etc. ouais, ça c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est c'est euh, c'est quelque chose auquel il faut sur lequel il faut travailler et ça c'est des choses que je suis en train de mettre en place mais ça demande beaucoup de travail parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué. C'est d'essayer vraiment quand on parle des animaux déjà d'inclure aussi les animaux humains mais bon ça on l'a toujours fait hein, on sait bien l'anthropocentrisme c'est un peu ça mais là on sort de l'anthropocentrisme mais je veux dire c'est pas parce qu'on sort de l'anthropocentrisme que l'humain n'est plus un animal. Hein. Mais effectivement, il y a tous ces combats. Moi, je suis comme euh, très admiratif aussi et comment dire, j'utilise beaucoup aussi la réflexion des écoféministes antispécistes, par exemple, où déjà il y avait une approche beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que il y a les droits des femmes, il y a à côté de ça il y a les animaux, il y avait aussi la nature entre guillemets, hein, etc. Donc il y a déjà une vue un peu plus systémique, on va dire. Et moi je trouve que on est quand même en 2025 et on vit dans un monde systémique et on doit avoir une réflexion systémique aussi sur les dominations, sur les oppressions, etc. Donc quand on parle des animaux, en général, on doit aussi réfléchir à quels sont les points communs entre toutes ces oppressions finalement. Et on se rend compte que voilà, plus je lis, plus on rend compte. Allez, je vais donner un exemple. Si on prend quelque chose qui ressort souvent aussi de ces oppressions, c'est le colonialisme aussi. Donc quand on analyse un petit peu le colonialisme, c'est quelque chose qui a un point de départ sur des tas d'oppressions, que ce soit sur les humains ou les autres humains. On peut pas faire l'économie d'en parler, etc. Comment on a vu comment évoluent les droits de la femme, le racisme, comment se fait-il que certaines ethnies ou certains groupes humains ont été dévalorisés, animalisés parfois, comme dirait Kao Tarashi, même les animaux sont animalisés dans certains cas. Donc tout ça, il faut vraiment avoir une vue globale là-dessus. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est mon prochain travail, c'est d'essayer aussi de vulgariser ça pour que ce soit clair pour tout le monde et que des jeunes puissent grandir en ayant une vue globale sur comment les dominations, comment les oppressions se construisent, d'où elles viennent, en sachant que elles sont toutes liées en fait. Hein. On croit toujours que défendre les animaux autres qu'humains. J'entendais encore dans une émission de télé il y a pas longtemps que l'animalisme c'était un anti-humanisme quoi. Un anti-humanisme, c'est fou d'entendre ça encore aujourd'hui parce que quand on connaît un petit peu le sujet, on se rend compte que quand on travaille sur les oppressions, les dominations sur les animaux autres qu'humains, bah, automatiquement, on est obligé de réfléchir aussi sur les oppressions liées aux humains aussi, en fait. Hein. Donc, évidemment, souvent, on a une vue très occidentalo-centrée. Hein, c'est nous, les blancs cisgenres, qui ont mis les bases, les règles éthiques des valeurs du monde et tout ce qui est en dehors de ces valeurs-là sont pas bonnes, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il faut travailler aussi à l'avenir. Donc, au-delà de ton métier d'enseignant, par ta réflexion sur le respect animal, ton approche globale sur les différents systèmes de domination des plus vulnérables, en quelque sorte, tu as créé de toutes pièces ton métier de zoopédagogue. Oui, oui, alors euh, c'est- le terme zoopédagogie ou zoopédagogue, c'est un mot qui était sorti d'un travail que j'avais fait dans le cadre d'une formation et je peux en parler. Donc c'est une formation à l'université de Rennes 2 que tu connais aussi. Hein. Pourquoi j'en parle? Parce que je pense que c'est important aussi ce genre de formation justement pour renforcer aussi ses connaissances. Et voilà, je devais trouver un terme par rapport à ma démarche, etc. Et j'avais trouvé ce terme de zoopédagogie.
Pourquoi? Bah parce que c'est une pédagogie, pour moi en tout cas ma définition de la zoopédagogie, c'est une pédagogie au service des individus animaux. En gros, c'est ça. Puis je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une zoologiste qui avait écrit un bouquin aussi, une forme de pédagogie. Il s'appelle d'ailleurs, j'avais noté Corinne Ditrani Zimmerman, qui avait créé un bouquin aussi de zoopédagogie. Alors c'est axé aussi sur la biologie, etc. Donc le terme je l'ai pas inventé et peut-être que nos définitions sont pas tout à fait les mêmes, mais bon on est dans le même dans la même optique. Mais en gros c'est ça, de se dire faire de la pédagogie au service du respect des animaux, quoi. Ça, voilà. C'est bien de mettre des termes aussi parfois sur des démarches. Et en conclusion, quel conseil donnerais-tu à des personnes qui veulent embrasser un métier de la cause animale, un métier animal friendly, et ne savent pas comment s'y prendre? Alors, les conseils que je donnerais, ben, déjà, enfin, il y a plusieurs choses. C'est déjà de savoir, de se poser, hein, de se poser, de réfléchir d'une part, à ce qu'on veut défendre, ça c'est une chose. Peut-être que avant même de se poser ces questions-là, c'est quand même de lire un petit peu, euh, soit à travers on va dire des ressources d'associations, mais même, je veux dire, par exemple, moi je conseille souvent aux gens de lire le dossier pédagogique de Refuge et Tableau Noir, euh, qui leur permet d'avoir une vue globale sur la chose. Mais après, on peut aussi parler de bouquins. Moi, je conseille souvent aussi, c'est euh, c'est le bouquin de Laurent Bec-Chanclan de Face aux animaux, qui est aussi une belle synthèse. Je pense que c'est bien de lire au moins un livre qui est quand même synthétique, qui est compréhensible. C'est un bon exemple, le livre de Laurent Bec, mais il y a aussi, par exemple, l'introduction aux études animales d'Émilie Dardenne, qui a vraiment, qui montre aussi les contacts avec les animaux de manière très, très large. Euh, de moins lire un bouquin et de se positionner, de se dire, tiens, maintenant que j'ai comme ces informations-là, faire un petit peu son analyse, qu'est-ce que je fais dans la vie, où je me place dans tout ça, qu'est-ce qui pourrait être le plus utile ou qu'est-ce que moi je recherche. Je pense que c'est vraiment important d'essayer de se situer dans la démarche qu'on veut faire. Quel temps j'ai pour ça, qu'est-ce que je peux consacrer comme temps. Voilà, je pense que c'est vraiment toutes des questions de base et peut-être commencer par aller dans des sanctuaires. Moi, j'insiste beaucoup sur les sanctuaires où on est souvent dans une démarche très globale aussi et commencer dans l'action aussi et puis de voir de cheminer sa relation, de faire cheminer sa réflexion personnelle par rapport à ses expériences aussi de terrain. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que la première chose que je ferais, moi, je le fais, hein, quand on me pose cette question, c'est tiens, lis ce bouquin-là ou lis ce bouquin-là, l'un des deux ou les deux, et après, situe-toi dans tout ça et regarde ce que tu as envie de faire, quoi. Après, aujourd'hui, il y a plein d'associations, je veux dire, les occasions ne manquent pas de le faire. Et s'ils sont enseignants, ben, ils peuvent me contacter et je trouverai toujours bien quelque chose à leur faire faire, par exemple. Fabrice, merci pour tous ces beaux conseils, d'avoir échangé avec nous sur ton métier. Merci beaucoup, merci à toi. J'espère que tout ça a été clair et bah, j'invite aux gens qui posent des questions, s'ils veulent, de me contacter aussi. Je réponds toujours aux messages. Merci. Merci à toi.